Il y en a combien dans une journée? Au moment où c'était très fort, je pense que c'était de l'ordre de toutes les heures, voire plus souvent, quoi. Quand au milieu d'une réunion, on est en train de parler et on sent la température monter. Voilà, c'était gênant parce que c'était une sensation physique désagréable et c'était aussi gênant socialement. En gros, le ressenti que j'avais, même si c'était jamais verbalisé comme ça, c'est que quand même, j'étais un peu chochotte, un peu douillette là, à pas pouvoir m'accommoder de mes bouffées de chaleur et que de la chimie contre la douilletterie, c'était pas une super idée, quoi, quand même. Il y a un boom de l'entrepreneuriat des femmes de plus de 50 ans. Là, je suis pile poil dans la tendance. On ne sait pas gérer le fait qu'un expert soit payé plus cher qu'un manager. Donc, à un moment où tu manages toujours davantage, où tu t'en vas. Introduire des femmes dans des environnements masculins en pensant que ça va aboutir à quelque chose de mixte, mais en continuant à jouer avec des règles de garçon, c'est juste mettre une fille dans le boys band. La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez. Bonjour, est-ce que tu peux dire bonjour? Bonjour. Ceci n'est pas ma voix normale, mais ça sera celle que tu auras. Elle me va très bien pour aujourd'hui. Ok, très bien. Dominique, tu es une amie. Oui, j'espère. Et tu as eu toute une carrière dans le métier de l'opinion, des études et sondages. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors, je vais commencer par le commencement. Moi, j'ai 56 ans. Je suis née donc en 1966. Je pense que les âges et les générations, ça compte dans les sujets qu'on va aborder. Ça veut aussi dire que j'ai démarré mon activité professionnelle à la fin des années 80, ce qui a aussi un sens. Voilà, moi je suis arrivée par la publicité dans le domaine de ce qu'on appelle les études de marché. Et je suis arrivée un peu par hasard et j'ai découvert qu'en fait c'était une façon de pouvoir regarder tous les sujets du quotidien avec les outils de la sociologie, les outils du sondage, de la statistique. Et puis ça m'a vite passionnée. Donc au fil du temps, il y a des sujets sur lesquels j'ai été plus sollicitée ou sur lesquels je suis devenue plus experte que d'autres. Donc j'ai démarré à la fin des années 80 et j'ai notamment dirigé Ipsos en France. J'ai dirigé un journal qui s'appelle l'Obs, que certains appellent encore le Nouvel Observateur. Récemment, je dirigeais un groupe d'études qui s'appelle BVA. Et depuis 2 mois, je dirige ma propre structure qui s'appelle Georges et dans laquelle, pour l'instant, je suis le seul collaborateur, si l'on peut dire, mais qui démarre pas mal et dont je suis très fière et très heureuse. Il faut dire CEO normalement. Oui, voilà, je suis fondatrice et présidente de Georges. Super. Enfin, je suis aussi secrétaire et office lady de Georges. Tu fais tous les métiers chez Georges. Ouais, c'est super. J'aimerais bien, avant de parler de ménopause à proprement parler, que tu me parles de ta carrière professionnelle en tant que femme. Je me souviens que tu m'avais raconté des moments dans ta vie professionnelle, notamment au début de ta carrière, où tu sentais bien qu'on regardait beaucoup plus ta jupe que ton propos, et que ça t'avais détesté ces moments-là. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Alors moi, j'ai commencé relativement jeune, d'abord dans la pub, j'avais 21 ou 22 ans. Et j'ai vécu des trucs qui, à l'époque, donc ça fait des années 80, nous paraissaient absolument normales. Moi, je travaillais chez Publicis et c'était l'agence notamment de DIM. C'était la grande époque des DIM-up. Pour ceux et celles qui ne savent pas, ce sont des bas qui tiennent tout seuls. Et c'était donc assez normal que le chef du budget soulève nos jupes pour voir si on portait bien les produits du client. Et à l'époque, la façon de gérer ça, c'était de venir en jean. Ça nous paraissait pas imaginable de protester ou voilà. Alors ça, c'était peut-être une manifestation de sexisme un peu directe. Les propositions
très très claire de travailler plutôt autour d'un dîner ou plutôt pas dans un bureau était assez fréquente. Ça fait aussi partie de l'ambiance de ce milieu de la publicité. Quand j'ai démarré dans les études, en fait, je me suis rendu compte que, dans un premier temps, être une femme jeune était une caractéristique extrêmement, finalement, différenciante, puisque je m'adressais essentiellement, mes clients étaient essentiellement des hommes plus âgés que moi. Et ça induisait un rapport qu'aujourd'hui on qualifierait de patriarcal, mais qui était soit paternaliste, soit dans la séduction, mais c'était toujours présent. Alors ça peut être, j'ai fini ma présentation, je dis vous avez des questions, et il y a un petit malin qui dit mais qu'est-ce que vous faites ce soir ? J'ai souvenir d'avoir travaillé, c'est pas glorieux, pour une marque de tampons qui s'appelait Tampax. Or un des indicateurs qu'on utilise dans mon métier, c'est la pénétration, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui sont concernés par un produit. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Je te laisse imaginer ce que ça peut donner dans une présentation. Donc tout ça, c'était des petites choses avec lesquelles on vivait. Il y a le client qui vous explique qu'il n'est pas beaucoup là à Paris et que ça serait donc beaucoup plus simple que la réunion ait lieu à son hôtel. Et puis quand on arrive à l'hôtel, on vous dit que c'est dans la chambre du monsieur. Alors voilà, tout ça, ça existe. Celui qui demande si vous êtes compris dans le service en rigolant. Et ce qui me frappe rétrospectivement, c'est à quel point on considérait ça, j'allais dire, comme un vague moustique qu'on tapait sur notre peau, mais jamais il nous serait venu à l'idée de protester, d'envoyer chier, de mettre notre main dans la figure du monsieur ou de refuser de lui parler. C'était des à côté. Au début, en termes d'accès à la promotion, on va dire, j'ai pas senti de différence. Moi, j'ai pas été quelqu'un qui a été très gênée dans ma progression professionnelle par le fait d'être une femme. Avant, et je vais y revenir après, un stade relativement tardif de ma vie professionnelle. Le premier moment où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui est bizarre. J'avais 32 ans, je prends un poste dont il se trouve que mon prédécesseur avait été viré d'ailleurs pour comportement inapproprié, c'était les débuts de ça, donc la fin du siècle dernier. Et j'ouvre le tiroir et je tombe sur les fiches de paye que ce monsieur avait oubliées dans le bureau. Même job, il avait pas plus d'expérience que moi, plutôt moins. En tout cas, moins de diplôme, moins d'expérience réussie, et je constate que je suis payée 25% de moins que lui. Ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, j'ai pas considéré que j'étais victime de quelque chose de systémique. J'ai pensé qu'il y avait là quelque chose de tout à fait individuel. Et je suis donc allée rendre ces fiches de paye à notre patron commun, enfin son ex-patron et mon patron à moi, qui m'a dit mais tu es très bien payée pour une femme de 32 ans. Alors. Et donc c'était la première fois qu'on me confrontait au fait que c'était pas mes compétences, l'étendue de mes responsabilités qui étaient rémunérées, mais aussi mon profil. Après, en tant que manager, c'est aussi des choses que moi j'ai entendues. J'ai entendu en tout cas une fois au moins, un homme venir m'expliquer qu'il fallait absolument que je l'augmente parce que là, sa femme allait gagner plus que lui et que c'était juste pas possible. Donc j'ai bien compris qu'il y avait des sujets d'écart de rémunération homme-femme qui devaient être dans un certain sens et qui étaient présents. Mais voilà, j'avais 32 ans et jusqu'à cet âge-là, je n'avais pas compris qu'il pouvait y avoir dans la carrière des différences sensibles qui n'étaient pas liées qu'au talent, à l'énergie, etc., mais qui avaient aussi à voir avec le genre. Dans la suite de ma vie, c'est des choses qui se sont reproduites, où j'ai plusieurs fois pu constater qu'à poste équivalent, j'étais moins payée que mon prédécesseur ou que mon successeur. Souvent d'ailleurs, on m'a dit « mais tu n'as pas demandé plus », ce qui prouve que j'avais bien intériorisé un certain nombre de stéréotypes quant à ma valeur. Donc moi, j'ai évolué, on va dire, de façon assez classique et linéaire, en progressant régulièrement, en ayant des équipes de plus en plus grandes, des responsabilités qui grandissaient. Et je pense que moi, je suis ainsi faite que, d'une certaine manière, c'était ça ma principale rétribution, c'était l'impression d'être une bonne élève. C'est des choses qu'ensuite, quand j'ai fait des études sur les femmes et le travail, ce syndrome de la bonne élève, j'ai beaucoup retrouvé. C'est-à-dire, j'avais l'impression que je faisais bien mon travail et que si je faisais bien mon travail, on me rétribuait en me donnant, en gros, plus de travail, plus de responsabilités. Mais j'étais assez fière de mon statut, assez fière, voilà. Et je suis restée dans cette logique relativement longtemps. Je pense que j'ai vraiment vrillé sur le côté féministe de la force autour de la quarantaine.
Donc moi, j'ai eu 3 enfants, le premier à 35 ans, le deuxième à 37 et le troisième à 40 ans. Et ça a été aussi une période, 35 à 40 ans, où j'ai beaucoup progressé professionnellement. Il m'est arrivé une chose qui est, je crois, pas très fréquente, c'est que lors de mon dernier congé maternité, j'ai été promue alors que j'étais en congé maternité. À l'époque, je travaillais dans une entreprise qui s'appelait la Sofres, qui s'appelle aujourd'hui Kantar, mais peu importe. Je dirigeais un département et pendant mon congé de maternité, on m'a promue au titre de directeur général adjoint et on a étendu assez substantiellement mes responsabilités. Le fait qu'on soit venu me chercher pendant un congé de maternité était quelque chose de tellement incroyable que je crois que j'ai oublié de demander si cette promotion s'accompagnait d'une augmentation. Voilà, c'était juste formidable. Et donc, à 40 ans, en rentrant de ce congé de maternité, je suis entrée au comité de direction de cette entreprise d'environ 1000 personnes à l'époque. Il y avait à l'époque 2 femmes. L'autre était une femme qui avait 10 ans de plus que moi et qui était sur un format que j'ai beaucoup connu, mais on y reviendra peut-être aussi au modèle de femme patron que j'ai eu dans ma vie, c'est-à-dire ayant gommé toute trace de féminité de son apparence. On m'a fait coacher quand je suis rentrée dans ce comité de direction. On m'a confié à un coach pour faire ce qu'on appelle mon onboarding, c'est-à-dire pour m'aider à m'acculturer à ce comité de direction. Et une des premières choses que m'a dit cette femme, avec laquelle ensuite j'ai eu des relations extrêmement amicales, donc je pense qu'elle essayait de me faire du bien, c'est le problème avec vous, Dominique, c'est qu'on ne peut pas oublier que vous êtes une femme. Trop jolie, trop féminine. Peut-être trop émotionnelle, peut-être trop je ne sais pas quoi, mais en tout cas pas dans un standard de puisque je suis arrivée à un poste de pouvoir, je vais me transformer en garçon. Et donc, ça m'a laissé un peu perplexe. Mais à l'époque, j'ai pas non plus eu la présence d'esprit de me dire, mais en fait, c'est pas mon problème, c'est le leur. J'ai pas eu la présence d'esprit de me dire, mais moi, j'ai beaucoup de mal à oublier que ce sont des hommes dans leur comportement. Et en fait, c'est le début d'une réflexion sur un sujet qui finalement est assez présent aujourd'hui, notamment dans le travail que je fais, c'est que introduire des femmes dans des environnements masculins en pensant que ça va aboutir à quelque chose de mixte, mais en continuant à jouer avec des règles de garçon, c'est juste mettre une fille dans le boys band. Ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est-à-dire que c'est imposer aux femmes de mériter leur présence dans ces cénacles en adoptant des codes, des rituels masculins, en riant à des plaisanteries masculines et en supportant ce que j'ai eu à supporter à partir du moment où j'ai eu, entre guillemets, des postes exposés, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai été dans des postes de direction générale, tout ce qui va avec. À quoi est-ce que je dois ma promotion? Est-ce que c'est vraiment à mon talent? Est-ce que c'est à d'autres talents plus horizontaux? Ça, c'est une des choses qui s'arrête avec l'âge. On arrête de me soupçonner d'avoir couché avec la terre entière. Donc, moi, je trouve que ça fait vraiment partie des bénéfices. Quand tu dis ça, tu penses vraiment qu'on t'a soupçonné de ça sérieusement? Ah ben c'est pas sérieusement, c'est qu'il y a eu des rumeurs, des gens qui sont venus me le dire, qui m'ont prêté des amants, mon amitié notamment avec un de mes co-DG, si je puis dire, enfin quelqu'un qui avait le même statut que moi et qui était aussi dans ce comité exécutif, était évidemment, nous étions autre chose que des amis, parce que une amitié professionnelle égalitaire entre un homme et une femme, ça ne peut reposer que sur une intimité cachée. Enfin, non, c'est pas des fantasmes, c'est des rumeurs, voilà. À l'intérieur de la boîte. À l'intérieur de la boîte, c'est aussi des réflexions qui se veulent drôles sur le fait que si un client est très attaché à mes services, c'est, je cite, parce qu'à chaque fois qu'il me prend, il prend une douche de phéromones. C'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. C'est tout un tas de trucs un folklore, ou en tout cas, voilà. Et comment tu le vivais à ce moment-là? Comment tu l'as vécu, ça? Alors, les rumeurs sur mon intimité, pas bien. Pas bien parce que d'abord c'est quand même un procès en légitimité. Ce qu'il y a en dessous, c'est tu n'es pas là parce que tu es professionnellement légitime. Tu es là parce que tu as une intimité indue avec un patron, etc., etc. Aussi parce que je trouvais que ça m'obligeait à rendre conscient, à faire attention. À rendre conscient un certain nombre de comportements, à faire attention à la façon dont je me comportais. Moi, spontanément, je suis pas quelqu'un qui a été
élevée dans l'idée qu'on se comporte très différemment, enfin en tout cas dans ma scolarité, dans mes études, avec les hommes et avec les femmes. Donc je plaisantais avec des garçons, ça a toujours, enfin j'ai des copains garçons, j'en ai toujours eu, et donc j'avais pas l'impression que ce faisant, je me mettais dans une posture délicate, quoi, que je me mettais en risque en termes de réputation. Et ça m'a beaucoup embêté, l'idée que fallait que je fasse attention avec qui je déjeunais, comment je parlais, comment je m'habillais, etc. Et oui, j'ai refusé ça. L'autre truc que j'ai découvert en rentrant dans ces postes, dans ces cénacles un peu plus, on va dire, de pouvoir à l'époque, donc à l'époque, j'avais 40 ans, c'était en 2006, c'est que non seulement j'étais entourée d'hommes, mais j'étais entourée d'une majorité d'hommes dont les femmes ne travaillaient pas. Donc pour eux, une femme qui travaillait dans un rapport plus ou moins égalitaire avec eux, c'était vraiment doublement incongru, quoi. C'est-à-dire que c'était ni congru avec l'univers professionnel, qui était un univers masculin, ni congruent avec la vision de la femme, puisque leur femme à eux, elles avaient, pour un certain nombre d'entre eux, je pense que c'est un schéma qui était assez classique, fait les mêmes études qu'eux et puis arrêté de travailler. Pour se consacrer, comme me l'avait expliqué mon DAF à l'époque, il me dit, mais moi, je ramène de l'argent à la maison et elle fait tout le reste. Donc, les problématiques d'organisation domestique, d'organisation des vacances, elle lui achetait ses fringues. Enfin, voilà. Donc, quand on discute avec quelqu'un qui est dans cette logique de rapport au travail et que soi-même on a des enfants en bas âge, puisqu'à l'époque j'avais quand même des enfants qui avaient entre 0 et 5 ans, et que oui, on est interrompu dans une conversation budgétaire par la maternelle qui appelle pour dire que number 2 a de la fièvre, on gère, quoi. Et m'est arrivé pas fréquemment que des femmes me disent que le fait que moi je dise, alors que j'étais dans une position de direction, je vais vous laisser parce qu'il y a une réunion parents-prof, les autorisait aussi à ne pas s'inventer un prétexte pour refuser une réunion. Et j'ai trouvé ça bien. J'ai aussi essayé de mettre en place des choses. Alors d'abord, comme dans toutes les entreprises, même si à l'époque c'était pas encore une obligation légale, d'égalité salariale, d'égalité dans les promotions, de mettre en avant un certain nombre de femmes, souvent avec la difficulté que les femmes elles-mêmes ne souhaitaient pas être promues, parce que, pour reprendre ce que m'a dit l'une d'elles, je veux pas de ta vie. C'est-à-dire, je mets en priorité l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Ça aussi, c'est des choses qu'on retrouve dans les études. C'est-à-dire que les femmes ont le sentiment que l'équilibre de leur cellule familiale repose majoritairement sur elles, et qu'en acceptant de changer de rôle professionnel, remettent en cause l'équilibre familial, ce qui semble pas, ce qui est mesuré comme étant moins le cas des hommes. Donc j'ai essayé dans les fonctions de direction de voir ce qu'on pouvait faire. Malgré tout, le président du groupe était un homme, c'est un homme qui a maintenant 75 ans. La numéro 2 du groupe était son épouse, âgée de 20 ans de moins que lui. Bref, il y a un certain nombre de clichés, de stéréotypes dans lesquels on ne sort pas. Quand j'ai quitté Ipsos, j'ai brièvement dirigé le Nouvel Obs. Et là, j'ai découvert à travers les débats qui agitaient la rédaction que il y avait un conflit entre le féminisme universaliste, que moi je pensais être le féminisme tout court, et le féminisme intersectionnel, c'est-à-dire le fait de croiser les problématiques féministes avec les problématiques d'orientation sexuelle, de race, puisqu'on parle de racisé, en tout cas d'appartenance à des minorités visibles, pour employer les mots qui vont bien. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que tout ça n'était pas si simple. Bon, j'ai pas beaucoup aimé cette expérience à l'Obs, parce qu'en fait, ce que j'avais à y faire était strictement une fonction de direction, sans moi me préoccuper de la matière sur laquelle on travaillait. Or, mon métier, c'est quand même de faire des études, d'aller regarder comment les gens vivent, et c'est ça qui me fait vibrer, c'est pas de diriger des entreprises. Donc j'ai ensuite rejoint un groupe qui s'appelle le groupe BVA. Et là, je crois que j'ai vécu, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire autrement. Je pense finalement, paradoxalement, alors que je les ai rejoints en 2017, je pense que j'ai vécu le truc le plus archaïque en termes de relations homme-femme, je les dénonce là, que je connaisse. D'abord, 4 membres du directoire à l'époque, également actionnaires, entrepreneurs, fondateurs, 4 hommes de la soixantaine, un comité exécutif où quand je suis arrivée j'étais la seule femme. Cette injonction à féminiser. Alors moi, j'ai eu plusieurs fois dans ma vie professionnelle ou extra-professionnelle, puisque j'ai fait partie aussi de
de structures associatives ou politiques, des gens qui, à un moment, se rendent compte qu'il n'y a qu'une femme dans la pièce et me regardent en disant il faudrait féminiser l'équipe. Alors au début, je disais trop rien, puis à un moment, j'ai compris que finalement, ils pensaient que les femmes, ça se cooptait entre elles. Je sais pas, j'allais appeler mes copines, faire un truc spécifique, quoi. Ils t'ont fait venir pour ça, tu penses, pour féminiser? Il m'est arrivé un truc une fois où, là, c'était tellement gros que ça m'a fait rigoler, où on m'a demandé de participer à une table ronde sur le big data. C'est un sujet sur lequel, j'ai 3 idées parce que on se sert de big data dans les études, mais enfin, je suis loin d'être un expert, une experte. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit que c'était pour avoir un point de vue féminin sur le big data. Alors, j'y suis pas allée, parce que je sais pas ce que c'est un point de vue féminin sur le big data. Peut-être qu'il faudrait faire des interfaces roses. Oui, parfois, j'ai été aussi une femme alibi. À un moment, j'ai fini par dire, moi, je suis totalement féminisée. Vous faites bien comme vous voulez. Donc, ils ont arrêté de s'adresser à moi en me disant, il faut féminiser le comité de direction, il faut. Et puis, toujours ce truc qui revenait, on aimerait bien faire monter des femmes, mais on n'en trouve pas. Voilà. Alors, comme dirait... Qu'est-ce que tu entends derrière ça? C'était toujours l'idée que soit il n'y avait pas assez de femmes éligibles, soit les femmes, elles veulent pas, parce que les femmes, elles veulent pas toujours. C'est vrai d'ailleurs, on a intériorisé beaucoup de choses, mais elles veulent pas toujours. Mais pourquoi les femmes, elles veulent pas des postes de pouvoir? Parce que c'est associé à des façons de travailler et à des comportements qui sont extrêmement genrés. Et donc, je sais pas si on est exactement dans ton sujet, Aude, mais en gros, si on te propose d'être la seule femme à intégrer une équipe de rugby, c'est pas un petit peu normal que tu te poses la question de savoir si tu vas pas prendre des coups, quoi. Il y a un moment où ça peut le faire comme ça. Donc, comme dit Madame Christine Lagarde, avant les quotas, on se trouvait des excuses. Avec les quotas, on trouve des solutions. Maintenant qu'il est imposé dans les conseils d'administration, bientôt dans les COMEX, etc., d'avoir un certain nombre de femmes, que la plupart des grandes entreprises ont pris des engagements dans ce genre, bizarrement, on en trouve des femmes à promouvoir. Alors, elles se sentent peut-être un peu femmes quotas, femmes alibi, peut-être qu'elles ont des questions sur le sujet. En tout cas, moi, je l'entends dans certains entretiens que j'ai avec elles. Mais on en trouve. Et c'est comme ça que, probablement, les choses finiront par évoluer. Même si je pense qu'aujourd'hui, on fait encore entrer les femmes dans des équipes de rugby masculines et que leur capacité à transformer ça en un sport avec des règles du jeu différentes et plus gender neutral, pour employer les mots qui vont bien, est pas encore évidente. Probablement, il y a un sujet de génération. Donc voilà, après tout ça et après de multiples péripéties, j'ai décidé à mon grand âge que finalement, j'allais m'affranchir des problématiques de statut social et de reconnaissance par le titre, l'entreprise et la fiche de paye, et que j'allais oser, à 56 ans, vendre moi. Et c'est pour ça que j'ai créé ma boîte, où finalement, je prends le risque d'enlever des vêtements de dirigeants, de personnes socialement établies, de cartes de visite, et de ne tabler que sur mes compétences et mes convictions. Donc, tu le fais aujourd'hui, ça? Est-ce que tu as envisagé de le faire en 2017 quand tu étais dans un changement de job? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas lancé Georges à ce moment-là, par exemple? C'est une très bonne question que je me pose tout le temps. Et en fait, quand je suis partie de chez Ipsos, en toute honnêteté, j'avais tout ce qu'il fallait. Ils m'ont collé une clause de non-concurrence d'1 an et demi où j'étais payée à 100%. Enfin bref, j'avais toutes les cartes en main pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui et même de façon plus confortable. Ça m'inspirait une trouille absolue. C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, je n'arrivais pas à me convaincre que je pouvais exister si je n'étais pas adoubée par une entreprise, une structure et en filigrane par un homme. Et c'est peut-être un peu triste à dire, mais mon syndrome de bon élève qui attend que un prof, un père, on peut aller chercher dans la psychanalyse qu'on veut, lui dise que oui, tu peux, ça va, c'est bien. Il s'est achevé là, parce que ce qui s'est passé chez BVA a été, je pense, la fin de ma prise de conscience, parce que j'en ai marre de travailler dans des codes et dans des conditions qui ne correspondent pas à mon envie ou à mon besoin, et puis parce que peut-être la ménopause aidant, finalement j'ai acquis une forme de liberté différente par rapport à ce que je crois être le regard des gens sur moi, et je me sens plus capable de poser mon autorité d'une certaine manière, d'assumer, de revendiquer une autorité qui ne serait liée qu'à ce que je suis et pas aussi au statut qui m'est conféré par un système. Donc il t'a fallu 5 ans de plus pour arriver là ? Ouais. 5 ans de vie en plus ?
5 ans de vie en plus sur le plan professionnel et sur le plan intime, oui. Je crois qu'on a passé beaucoup de temps sur ces sujets-là. J'aimerais qu'on vienne sur la ménopause, s'il te plaît. Qui arrive. J'aimerais savoir pour toi, à quel âge ça a commencé et comment tu t'en es aperçue. Alors, pour ça, il faut reprendre un tout petit peu d'éléments d'histoire gynécologique. Moi, après la naissance de mon dernier enfant, j'ai opté pour un stérilet sans hormones. Donc, T'avais 40 ans à ce moment-là. J'avais, oui, c'est ça, 40 ans. J'ai pas repris la pilule après. Moi, je suis d'une génération où j'ai commencé à prendre la pilule au début de ma vie sexuelle, donc à 19 ans, et je l'ai prise jusqu'à 40 ans avec l'interruption des grossesses et sans me poser beaucoup de questions. La pilule, c'était le miracle, hein, quand on parle à la génération de ma mère, avoir une contraception, ne plus subir, voilà. Le fait d'ailleurs que ça soit encore un truc que les femmes prennent en charge ne me paraissait pas du tout un sujet à l'époque. Bref, après la naissance de mon dernier enfant, j'ai arrêté la pilule et j'ai donc eu un stérilet au cuivre. Pourquoi je dis au cuivre ? Parce que ça veut dire qu'on continue à avoir des règles de façon régulière et donc j'avais une manifestation, on va dire, évidente du fait que j'étais pas ménopausée, puis ça a commencé à se perturber le cycle, donc là je me suis dit qu'il se passait peut-être quelque chose, et puis un jour ça s'est arrêté. C'était à quel âge tout ça ? Alors ça s'est arrêté autour de la cinquantaine. Les perturbations, elles ont commencé quand ? Je dirais à 48 ans, et puis ça a duré 2 ans, et puis ensuite ça s'est arrêté complètement. Et quand ça s'est arrêté complètement, j'ai mis un petit peu de temps avant de me dire bah c'est fini, donc je pourrais peut-être enlever ce stérilet et être voilà, et passer du côté ménopausée de la force, c'est-à-dire arrêter d'avoir. Pour moi, c'était ça la première chose, c'était contraception, pas contraception. Encore une fois, parce que je sais pas si c'est pareil pour toutes les femmes, mais pour moi, mon rapport à mon, comment dirais-je, à mon statut gynécologique, c'était maîtriser ma reproduction, comme on dit joliment, et donc c'était ça le truc central. Voilà. Donc ça a été bien, enlever le stérilet, me dire que c'était fini les règles, que c'était fini de me demander si elles allaient arriver au bon moment ou pas. Bon, moi j'ai jamais eu de problème particulier, ni de règles très douloureuses, ni de sujets compliqués autour de ça. Donc j'étais plutôt contente que ça s'arrête. Et je ne l'ai pas vécu comme un moment. D'abord, ça a été relativement progressif. Je l'ai pas vécu comme un moment de bascule, comme le début de quelque chose ou la fin d'autre chose. C'était pas très central dans mon histoire. Il y avait une contrainte en moins ou un sujet en moins. Et puis, bah oui, j'allais plus avoir d'enfants. Moi, j'en ai eu 3 et à la naissance de mon 3e, je me souviens que le jour où j'ai mis au monde mon 3e fils, je me suis dit, bah, je serai plus jamais enceinte. J'étais très consciente du fait que c'était la dernière fois. Avec de la nostalgie ? Non, aucune. Aucune parce que moi, je voulais avoir 3 enfants. J'ai eu 3 enfants. Je voulais avoir 3 enfants. On peut parler d'autres choses sur le désir d'enfant, mais en tout cas, mon projet d'enfant était, mon envie d'enfant, mon projet d'enfant, appelons ça comme on veut, était parfaitement comblé avec la naissance de cet enfant-là, et je me disais que quel que eût été l'avenir de mon couple, j'avais pas envie d'avoir d'autres enfants, quoi. C'était très clair pour moi. Donc non, c'était juste conscient. C'était de me dire, le jour où j'ai accouché de Jonas, bah c'est fini, je serai plus jamais enceinte. Je peux pas dire que je me suis dit un jour, ah tiens, j'aurai plus jamais mes règles, je serai, voilà. Non, c'est arrivé un peu progressivement. Je ne sais plus qui a mis le mot ménopause là-dessus, mais je pense que je l'ai fait toute seule dans ma tête. Et je ne suis pas spécialement allée consulter autour de ça, quoi. Pour moi, c'était... D'ailleurs, il n'y avait pas eu beaucoup plus de mots pour le début, hein, c'est-à-dire à 14 ans, quand j'ai eu mes règles, on m'a pas expliqué grand-chose, je suis pas allée consulter, il s'est rien passé. J'ai commencé à prendre la pilule parce que je commençais à avoir une activité sexuelle, mais tout ça n'a jamais été... très verbalisé ou très investi même, je pense, de ma part. Et puis, tu n'en as pas parlé avec ta mère, de mes règles ? Oui. Bah non. T'es allée toute seule au supermarché t'acheter des serviettes ? Honnêtement, je me souviens pas. Je me souviens que c'est arrivé un jour où j'avais emprunté à ma mère un survêtement beige clair.
peut dire qu'il y a des coïncidences plus heureuses. Je me souviens très bien que j'étais en seconde, c'était au début de l'année scolaire, donc j'avais juste 14 ans, que j'étais assise sur la pelouse au lycée et je me suis dit tiens c'est ça. Et donc il y avait de la gêne quoi, il y avait de la tâche, j'ai dû emprunter quelque chose à une copine et puis ensuite je suis rentrée à la maison et voilà. Mais j'ai dû dire à ma mère que j'avais mes règles et puis basta. C'est tout. Non. Il n'y avait pas eu de travail de préparation et il n'y a pas eu de travail d'accompagnement. Voilà. De la même manière, d'ailleurs, ma mère n'avait rien à me dire sur la ménopause, si je puis dire, parce qu'il se trouve que maman a eu un cancer du sein à 52 ou 3 ans et qu'à l'époque où elle a eu son cancer du sein, elle n'était pas ménopausée et qu'on a provoqué sa ménopause par un traitement hormonal dans le cadre de du traitement de son cancer. Donc elle a eu une ménopause artificielle. Je l'ai vue à cette époque-là avoir des bouffées de chaleur absolument invraisemblables, qui je pense étaient d'autant plus fortes que il y avait une perturbation hormonale liée au traitement de son cancer. Mais elle, je l'ai vue littéralement se liquéfier, avoir les cheveux qui frisent, devenir toute rouge, etc. Donc j'avais le spectacle des bouffées de chaleur de maman. Qui t'angoissait Non, parce que alors, moi arrive. j'ai un côté totalement inconscient, je n'imagine jamais que les choses vont m'arriver. J'ai pas été plus angoissée par ça que je ne l'ai été par le fait de me dire, tiens, mes tantes ont eu des cancers du sein, ma mère a un cancer du sein, et si j'avais un cancer du sein? Alors j'ai un côté là-dessus... En même temps, tu fais des mammographies, tu suis les choses comme tout le monde. Pas assez régulièrement, enfin tu vois, je fais pas bien, quoi. Mais je suis pas très angoissée, moi, du point de vue de la santé. J'ai des angoisses psycho, machin chose, mais physique pas tellement. Donc oui, je l'ai vu et je sais pas, j'ai dû me raconter qu'à moi ça n'arriverait pas, quoi, mais j'ai pas fait le lien directement. Bon, à l'époque où elle a eu ça, moi je venais d'avoir mon premier enfant, je pense que j'étais aussi dans d'autres problématiques physiques à gérer. Et effectivement, le premier truc que j'ai ressenti, sur lequel j'ai vraiment mis le mot de ménopause, c'est les bouffées de chaleur. Et pour moi, elles étaient pénibles de 2 façons. La nuit, parce qu'en fait, ça réveille. Voilà. Alors, elles sont arrivées à quel moment? Tu avais encore des règles sporadiques quand tu as eu les premières bouffées? Non, je crois que c'est arrivé à peu près au moment où mes règles se sont arrêtées, je dirais, à peu près à la 50aine. Je suis pas toujours capable de dater les choses avec précision, mais pour moi, tout ça s'est produit à peu près en même temps. Mm-hmm. Et donc, c'est gênant à 2 moments, hein. C'est gênant la nuit, parce que moi, franchement, me réveiller trempée 3 fois par nuit, ne pas réussir à m'endormir, etc., ça, c'était super pénible. Et ça s'est accompagné, alors je sais pas comment ça s'organise, mais plus globalement, à partir de la ménopause, de troubles du sommeil qui ont mis un peu de temps à se régler. Donc ils sont réglés en fait, c'est pas quelque chose qui reste. Non, maintenant ça va. Et l'autre moment où c'est très très gênant, c'est dans l'exercice professionnel, quoi. C'est quand au milieu d'une réunion, on est en train de parler et on sent la température monter à l'intérieur de soi, on a le sentiment qu'on se couvre de sueur, que c'est pas possible que les autres le voient pas, qu'on devient écarlate, qu'on supporte plus ses vêtements, et qu'il faut quand même continuer à être à peu près... C'était une réunion dans laquelle toi tu prenais la parole? En fait, avec le job que j'avais à l'époque, j'étais directrice générale d'Ipsos, je faisais que ça, quoi, des réunions où l'attention était d'une manière plus ou moins forte, focalisée sur moi, puisque dans beaucoup de ces réunions, j'étais entre guillemets la personne la plus gradée dans la salle, donc souvent l'objet des réunions était de me présenter un truc et que je donne mon avis sur l'état d'avancement d'un projet ou sur la résolution d'un problème. Donc c'est pas comme quand on est, comme ça m'est arrivé aussi, dans des endroits où il y a beaucoup de monde et où on peut être dans son coin. Bon. Donc moi j'avais l'impression que tout le monde le voyait et que c'était c'était gênant parce que c'était une sensation physique désagréable et c'était aussi gênant socialement. Est-ce que tu retirais ta veste? Est-ce que tu ouvrais la fenêtre? Est-ce que tu restais en place? Alors ouvrir les fenêtres, cher ami, c'est pas toujours possible dans les immeubles de bureau. Oui, c'est vrai. Ne pas rester en place, je l'ai jamais fait. En revanche, j'ai pris l'habitude de m'habiller de façon à pouvoir enlever un vêtement facilement.
Donc, à mettre plutôt une chemise et un cardigan qu'un pull, plutôt une veste qu'une robe. Enfin, voilà. Donc, insensiblement, en fait, j'ai commencé à intégrer ça dans ma façon de me préparer à aller au travail. Ça suffit pas, hein. C'est-à-dire que quand on a vraiment un hot flush, comme ils disent, c'est ça, c'est un moment. Ça dure combien de temps? Pas très longtemps, mais ça peut se reproduire relativement régulièrement. Il y en a combien dans une journée? Au moment où c'était très fort, je pense que c'était de l'ordre de toutes les heures, voire plus souvent, quoi. Donc, en fait, tu passes ta vie à enlever ton cardigan ou ta veste, à le remettre, à l'enlever, à le remettre. Et ça, c'est des trucs de bonnes femmes. C'est mal thermorégulé, les bonnes femmes. Ça a toujours froid ou chaud, puis ça a froid aux pieds, puis machin, etc. Donc, en fait, t'es pas hyper à l'aise avec le fait de faire coïncider ce truc de bonne femme avec l'exercice de ta profession où tu voudrais bien être considéré comme quelqu'un qui fait son travail et pas comme une femme ou un homme. Donc, c'était inconfortable. Donc alors il se trouve que moi j'avais travaillé dans le passé avec la presse féminine et pour un client, et que j'avais notamment interrogé des femmes à qui on destinait un titre de presse destiné c'était un projet de titre de presse destiné à des femmes autour de la cinquantaine, et dans les articles qu'on avait testés, j'avais découvert, à l'époque j'étais pas concernée, le terme de THS. Puis comme mon mari est gynéco, j'avais quand même l'idée qu'il y avait des trucs à faire. Et là, j'ai découvert que le traitement hormonal substitutif, qui avait été prescrit de manière extrêmement quasi systématique dans les années 90-2000, n'était plus prescrit. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi. En fait, c'est parce qu'il y a une étude américaine qui a démontré que ça augmentait le risque de cancer du sein. Alors, pour préciser, c'est une étude qui portait sur une prise orale. Voilà, et d'hormones animales. D'origine équine. Donc deux différences par rapport à ce qui est proposé en France. Deux différences importantes par rapport à ce qui est proposé en France, mais j'en ai parlé et à mon gynécologue de mari et à des copains gynécos, puisque quand on a un mari gynéco, on a des copains gynécos, et tous m'ont dit qu'ils avaient vu une baisse de la demande du jour au lendemain de femmes qui voulaient arrêter, de femmes qui ne voulaient pas en entendre parler, etc. Alors ça a donné lieu, moi j'ai des copines qui m'ont proposé des compléments alimentaires, des plantes, des machins. Parce qu'elles voulaient pas prendre le THS ? Ouais, parce que c'est chimique et c'était pas bien. Moi, à un moment, j'ai essayé de comprendre. J'ai compris exactement ce que tu mentionnes, c'est-à-dire que l'incrimination du THS reposait essentiellement sur une étude américaine qui n'était pas totalement comparable au traitement qu'on proposait en France. Et donc, je suis allée le demander. Alors, je précise que mon mari n'a jamais été mon médecin. Et donc, je suis allée le demander à mon médecin, qui était une femme elle-même ayant dépassé l'âge de la ménopause, et qui, en gros, accédait à ma demande, quoi. Mais elle n'était pas très promotrice du truc. Elle avait l'air de considérer que la bouffée de chaleur, c'est pas si emmerdant que ça non plus, quand même. Hein. On doit pouvoir faire avec. Alors, je sais pas comment elle a vécu sa ménopause, mais moi, je travaillais pas toute seule dans un cabinet médical. T'avais combien de semaines ou de mois à te dire, faut que ça s'arrête ? Plutôt des mois que des semaines, je pense. Et donc, j'ai eu un traitement qui est, je pense, le traitement assez classique, hein, où c'est un gel c'est un gel cutané et une prise. Alors, quand on parle là, tu fais le geste de te toucher le bras. Donc, c'est un gel que tu mets sur la partie haute de ton bras ? Non, en l'occurrence, moi, je l'ai toujours mis sur le ventre. Mais je sais qu'on peut le mettre aussi sur le bras. Je sais qu'il y a des patchs aussi. Hein. Il y a des propositions de patchs qu'on peut mettre sur le bras et qui. Alors, je me confonds toujours entre la progestérone et les œstrogènes, mais en gros, il y a un traitement à base d'œstrogène et un traitement où on donne de la progestérone. Donc, on me l'a prescrit en me disant en même temps que puisque j'en avais besoin, hein, on allait me le prescrire, mais que c'est bien si j'arrête de temps en temps, voire c'est bien si j'arrive à m'en passer. Donc c'est bien si de temps en temps j'arrête pour voir si j'arrive à m'en passer. Voilà, ça c'était, si je puis dire, le propos de base. J'ajoute que, en tout cas, la gynéco que j'ai vue, qui était une gynécologue en ville, qui encore une fois avait une bonne 60aine d'années, ne m'a absolument pas parlé de l'autre conséquence de la ménopause, qui est non seulement la prise de poids, mais la différence dans la façon dont on prend du poids, la modification de la morphologie. Hein, les graisses se placent pas au même endroit. Je pense que tout le monde sait ça maintenant.
ne m'a pas dit qu'il fallait que j'accompagne ça d'une pratique alimentaire ou sportive différente. Enfin, en gros, que je change quelque chose dans mon mode de vie pour accompagner ce changement hormonal relativement majeur. Et voilà, je me suis retrouvée avec ce traitement que... alors moi, j'ai jamais éprouvé de culpabilité ou d'inquiétude au fait de le prendre. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui pense que quand on a mal à la tête, il faut attendre d'avoir vraiment très très mal avant de prendre un antalgique. Je suis migraineuse et tout ce qui peut arrêter les crises le plus tôt possible, je trouve ça formidable. Donc le fait qu'on me propose aussi, qu'il y ait une solution pour diminuer ou arrêter les bouffées de chaleur, c'est formidable. Le dosage qu'on m'a prescrit en premier ne suffisait pas. Quand j'ai dit je vais en mettre plus, on m'a dit oh là là, t'es sûre? En gros, le ressenti que j'avais, même si c'était jamais verbalisé comme ça, c'est que quand même j'étais un peu chochotte, un peu douillette là, à pas pouvoir m'accommoder de mes bouffées de chaleur et que de la chimie contre la douilletterie, c'était pas une super idée quoi quand même. Et donc j'ai continué à le prendre ce traitement, effectivement en l'interrompant de temps en temps. Qu'est-ce que ça a changé de l'interrompre? En fait, ça a changé que au début quand je l'interrompais, les bouffées de chaleur reprenaient. Et puis au bout d'un moment, je l'ai interrompu et j'ai constaté que j'en avais plus besoin. Donc aujourd'hui, tu ne le prends plus? Non, parce qu'en fait aujourd'hui, j'ai plus de bouffées de chaleur, ou très rarement, pas suffisamment pour que ça me dérange. C'est-à-dire, j'en ai une fois dans la semaine, c'est le bout du monde. Donc là, il n'y a pas de raison de continuer à prendre un traitement. C'est pas parce que le traitement est diabolisé, c'est juste parce que le symptôme ayant disparu, il n'y a pas de raison particulière. Et en termes d'énergie, comment est-ce que tu pourrais qualifier ton niveau d'énergie au travers de toutes ces périodes? Ce qui m'est arrivé et qui m'arrive encore et qui m'affole toujours, c'est de plus trouver un mot, d'ouvrir un placard pour chercher un truc et de rester bêtement devant le placard en me disant je sais que j'étais venue chercher quelque chose, mais quoi? C'est ce qui m'est arrivé l'autre jour, de retrouver mes clés dans le réfrigérateur. C'est toi qui les avais mises, c'est sûr. Bah oui, puisque le beurre était à l'endroit où je pose mes clés. Il n'y a pas de mystère. Donc voilà, il peut y avoir des moments où je me dis mais ma fille, là tu commences... tu bascules dans la vieillesse et la sénilité. Non, moi, ce qui me rend triste par rapport à l'âge, c'est la modification du corps et le sentiment que c'est que je suis entrée dans la phase où il peut pas y avoir beaucoup d'amélioration, quoi. Je pense que jusqu'à il y a pas si longtemps, on pouvait faire au moins du contrôle des dégâts, voire améliorer les choses. Là, la peau est moins élastique. Regarder mes bras n'est pas un bonheur. Mon visage va bien finir par être marqué, même si il semblerait que j'ai hérité des gènes de ma mère qui n'est pas très ridée, donc je le suis pas encore. Il y a des... Oui, j'ai jamais été très mince. Enfin, si, j'ai été très mince très jeune, mais là, je prends du poids, j'arrive pas vraiment à le perdre, puis il se met vraiment à des endroits qui sont autour du bide, c'est pas beau. Et ça peut se contrôler? En tout cas, je m'y attaque pas avec suffisamment d'énergie, peut-être, mais je le contrôle moyennement. Et est-ce que t'aurais envie de le contrôler? C'est une bonne question, parce que peut-être que si j'en avais vraiment envie, je ferais quelque chose. Disons que de temps en temps, je vois le truc et je me dis c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis en fait, ça m'occupe pas l'esprit tant que ça, quoi. Donc c'est pas suffisamment moteur ou douloureux pour que ça me mobilise vraiment, quoi. Et je sais pas ce que ça donnerait, si je pourrais regagner de la masse musculaire et reperdre. Voilà, donc je suis plutôt en mode faisons au mieux, essayons de perdre un peu de poids. Moi j'utilise et j'ai toujours utilisé des soins cosmétiques pour améliorer l'état de ma peau et je me maquille un peu, etc. Et je continuerai à faire ça. Mais oui, ce qui est plus triste, c'est de se dire que je sais pas, si on dit une pente descendante, c'est vraiment dépressif pour le coup, mais en tout cas que l'évolution naturelle des choses, elle va pas vers le fait d'avoir plus d'énergie, d'avoir un corps qui fonctionne mieux et esthétiquement que les choses soient plus jolies, quoi. On peut parler par exemple de tes cheveux. Moi, c'est quelque chose qui me questionne tous les matins. La question des premiers cheveux blancs qui arrivent, est-ce que je les coupe, est-ce que je les teins? Premiers cheveux blancs. Tu vois, ça aussi, ça fait partie des trucs sur lesquels j'ai suivi le mouvement sans me poser trop de questions. C'est-à-dire que mes premiers cheveux blancs, je les ai naturellement couverts. C'était à quel âge?
Très tôt, hein. Moi, j'ai commencé à grisonner à la trentaine. Ah oui. Je pense que donc moi j'avais la trentaine en 96, hein, donc je pense qu'à l'époque le fait de garder les cheveux gris c'était quand même extrêmement minoritaire. Moi je connaissais pas de femme qui avait les cheveux gris. Ma mère elle a 80 ans, elle est toujours rousse flamboyante. Et voilà, donc j'ai commencé à couvrir mes cheveux blancs et puis j'ai jamais arrêté. Et puis tous les mois, à chaque fois que je vois réapparaître mes racines qui maintenant sont clairement argentées, pour ne pas dire autre chose, je me dis, et si j'arrêtais? En plus, il se trouve que moi, j'ai une relation, on peut pas appeler ça une copine, mais enfin une femme qui s'appelle Sophie Fontanelle, que je connais bien, qui en a fait tout un livre, elle, qu'elle a appelé l'apparition, sur comment elle s'est décidée à ne plus se teindre les cheveux et qui fait de sa crinière blanche un peu une marque de fabrique. Donc je me pose régulièrement la question. Et en fait, je crois que j'associe ça au reste, c'est-à-dire que je me dis que si j'étais plus jeune, plus mince, plus sophistiquée, avoir les cheveux blancs, ça serait très beau. Mais que comme moi, je suis pas tout ça, j'arriverai pas forcément à assumer d'avoir les cheveux blancs. Et pourtant, ça me fait suer de les teindre. Donc, et puis il y a la période de transition. Comment on fait pour passer parce que moi, je suis une fausse brune, hein, donc il faut vraiment passer de quasiment noir à gris clair. Je sais pas. Rétrospectivement, je me dis j'aurais pas dû commencer, sauf qu'en fait j'aurais pas dû commencer si j'avais 30 ans maintenant, mais quand j'avais 30 ans, c'était pas imaginable de pas le faire. Personne ne portait, aucune femme dans mon entourage, dans mon environnement professionnel ou amical n'avait les cheveux gris. Est-ce que ta coiffeuse te conseille? Ma coiffeuse est un coiffeur. Ton coiffeur te conseille-t-il? Lui, globalement, il dit que ce qu'il voit de mes cheveux, c'est qu'ils sont pas encore très blancs et que ça va pas être joli, que ça va faire un gris sale pas terrible. Et qu'effectivement, la phase de transition est longue et compliquée. J'ai déjà franchi une grande étape avec mes cheveux, c'est que j'ai arrêté d'essayer de les lisser. J'ai admis ma nature profonde et méditerranéenne et je garde, comme tu peux le voir, mes cheveux bouclés, donc on va dire que je progresse lentement. J'arrive pas à imaginer d'être toujours teinte en brune à 80 ans, hein. Donc à un moment, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Mais tu sais pas encore quoi. Tu as pas encore le chemin. Non, j'ai l'impression que ça serait presque une déclaration, quoi. Que ça serait que le fait de plus me teindre les cheveux, ça aurait un sens et ça exprimerait quelque chose et je sais pas encore bien quoi. Peut-être que ça viendra naturellement le jour où je saurai ce que ça veut dire et où je serai prête à le dire. Je sais pas. Mm-hmm. En tout cas, aujourd'hui, tu n'es pas encore allé chez le coiffeur? Non, j'y vais après-demain, pour être très précise, j'ai rendez-vous. Donc là, nous sommes à peu près au pire. Et tu vois... On voit bien tes racines, effectivement. On voit bien mes racines. Sachant que depuis l'âge de 30 ans, moi, j'ai une mèche blanche. J'ai une mèche devant blanche. Donc ça a toujours été un peu compliqué. Mm-hmm. Tu dis que toi, tu souffres pas de la peau? Non. D'accord, parce que j'ai entendu des femmes dire qu'elles avaient la peau très sèche, que ça les grattait, que c'était un problème pour elles. Toi, tu as pas ça? Non, d'abord moi j'ai toujours eu, même adolescente, même jeune femme, une peau relativement déshydratée. Donc j'ai l'habitude, pas sèche au sens qu'elle manque de gras, mais au sens où elle manque d'eau. Et d'ailleurs ce dont on souffre à la ménopause, si je comprends bien, c'est plutôt de ça, hein. C'est plutôt d'un manque d'hydratation que d'un manque de sébum. Donc en fait j'ai toujours eu l'habitude d'hydrater beaucoup ma peau et d'utiliser des produits très hydratants, pas gras parce que j'ai pas besoin, mais très hydratants. Tu vois, je suis très experte en cosméto et donc je continue. La peau du visage comme la peau du corps. Et oui, moi j'ai depuis toujours un inconfort réel si j'hydrate pas ma peau. Un inconfort de tiraillement, hein, pas de démangeaison, voilà. Donc ça n'a pas changé en fait. Non, ce qui change, c'est l'élasticité de la peau. C'est que si... Et alors ça, c'est rigolo. Si je mets pas de crème sur les mains, j'ai des mains de vieille. Et dès que je mets de la crème sur les mains, j'ai plus des mains de vieille. Donc je suis encore à l'âge où mes mains ne savent pas très bien si elles sont vieilles ou pas. Après, il y a d'autres trucs qui viennent avec l'âge et la peau et qui sont un poil compliqués. Il y a l'affaissement de l'ovale du visage. Moi, je pense que c'est ça qui me gêne le plus. C'est pas d'avoir des rides autour des yeux, c'est d'avoir
le bas du visage, ça m'évoque ma grand-mère, quoi, qui avait vraiment des bajoux, et ça me terrifie, l'idée qu'à un moment, je vais être comme elle. Et là-dessus, il y a des solutions de soins esthétiques qui sont pas de la chirurgie, mais qui sont pas juste des crèmes. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente? Est-ce que tu l'as déjà envisagé? J'y pense et puis j'oublie, comme dit la chanson. Donc en fait, je l'ai jamais fait, mais je me dis que peut-être il faudrait, parce qu'effectivement, pourquoi pas. J'ai rien contre, hein, j'ai rien contre la chirurgie esthétique non plus. C'est juste que j'ai pas l'impression autour de moi que les femmes qui y ont recours, Ce soit une grande réussite. non. Ou en tout cas, on va dire que j'ai vu des femmes y avoir recours et que ce ne soit pas une grande réussite. Et puis après, moi, je déteste les anesthésies, j'aime pas l'hôpital, enfin, j'ai pas très envie de passer par ce genre de choses. Après, des injections, des trucs comme ça, moins invasifs, oui, je lis toujours avec attention ce que les magazines féminins, dont je suis tout à fait lectrice, racontent sur le sujet. J'ai pas sauté le pas, peut-être parce que je sais pas à qui m'adresser et que j'aurais peur de tomber sur un des nombreux charlatans qui officient dans ce domaine. Donc pour l'instant, j'en suis à me tartiner de crème. Avec beaucoup de discipline. J'ai ma petite routine et je m'y tiens. Tu veux dire une routine qui est aussi pro-collagène et anti-rides ou juste hydratante comme tu disais tout à l'heure? Non, je mets aussi des sérums. Voilà, hyaluronique, etc. C, vitamine C, quoi d'autre? Alors je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, anti-tache, je sais pas. moi j'utilise matin et soir un contour des yeux, un sérum et une crème. J'ai pas de voilà, et puis je fais des gommages, et puis je fais des masques, et puis j'ai une crème anti-rides, et souvent dans la journée je remets de la crème hydratante parce que mais ça c'est encore une fois c'est depuis que j'ai 30 ans. Et tu aimes ce moment-là? De remettre de la crème? Tout ce que tu décris là, ce rituel de mettre toutes ces crèmes, de les avoir devant toi, de les utiliser, c'est quelque chose qui égaye ton quotidien? Ah oui. Mais moi, je sais pas comment on équilibre le féminin et le masculin, mais j'ai toujours eu un côté assez, pas girly, parce que j'ai jamais été en rose avec des paillettes, si c'est ça girly, mais intéressée par la mode, la cosmétique. J'aime bien les parfums, j'aime bien, voilà, j'ai tendance à choisir mes crèmes en fonction de la texture et du plaisir que j'ai à les mettre, plus qu'en fonction des très nombreuses et très compliquées promesses de résultats dont les laboratoires se fendent. Il se trouve que j'ai travaillé pour l'industrie cosmétique et que, bon, je suis pas totalement dupe du truc, mais j'aime bien y croire sans y croire, quoi, ça me fait plaisir. Hein. Et puis j'aime bien m'acheter des jolis pots de crème, et puis voilà, non mais je suis très tranquille avec ça, comme avec le fait de lire des magazines féminins dont régulièrement on me dit mais enfin, mais comment tu peux lire elle? Bah d'abord c'est pas con, et ensuite c'est exactement la même chose que de se mettre de la crème sur la figure, quoi. C'est un moment pas désagréable, qui est un moment de connexion avec une certaine forme de féminité. J'ai d'autant moins de problèmes avec ça que je pense que j'ai pas à donner de gage du fait que je lis autre chose ou que je fais autre chose dans la vie, quoi. Donc, j'ai pas de souci avec ça. J'arrive pas, en revanche, à passer au stade où j'achète les pots de crème qui coûtent plusieurs centaines d'euros parce qu'ils ont des résultats miracles pour les vieilles. Alors ça, là, il y a une barrière, parce qu'il y en a plein, hein, des pots à 400, à 500, à 1000 euros. J'ai fait des études aussi sur le segment de l'ultra premium. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça s'adresse uniquement aux peaux matures, hein. Et il y a dans la cosmétique une espèce de règle tacite qui est que les crèmes pour les jeunes sont pas chères et que plus on monte, plus donc il faudrait des principes actifs, plus ça coûte cher. Donc en fait, ça coûte plus cher d'entretenir sa peau quand on est plus âgé. Je sais pas si ça correspond à une réalité de l'industrie cosmétique, mais vu ce que je comprends de son économie, je ne pense pas. Je pense que c'est la réalité de l'investissement que les femmes sont prêtes à consentir pour maintenir la qualité de leur peau à mesure qu'elles avancent en âge. Alors il y a deux codes, hein, c'est de plus en plus cher et c'est de plus en plus violet, bleu marine, enfin voilà, on va vers des couleurs qui signifient qu'on rentre dans le sérieux et qu'on quitte l'univers du rose et du blanc qui est l'apanage des crèmes pour les jeunes filles. Donc voilà, j'ai pas franchi ce pas-là, je suis pas du tout, et je pense que je le franchirai jamais. Je pense que j'irai jamais m'acheter un pot de crème à 1000 euros pour me sauver la vie. Je suis pas crédule à ce point. J'aime bien être dupe, mais bon, faut pas abuser non plus quand même. Et alors, moi j'ai entendu chez L'Oréal, pour qui je travaillais, cette phrase merveilleuse qui est de dire que le frisottis, c'est la ride du cheveu. Ça m'a traumatisée parce que j'ai toujours eu, moi j'ai des cheveux de méditerranéenne, donc des frisottes. Et donc maintenant je mets aussi des petites huiles sur mes cheveux pour lisser les écailles et qu'il n'y ait pas trop de frisottis qui sont la ride du cheveu. Donc je fais hyper attention.
Je connaissais pas cette expression. Moi non plus, je l'ai entendu chez un client, je me suis dit, on n'a donc pas fini d'inventer des trucs pour que les femmes fassent des choses. Ils se sentent mal. Ils se sentent contraintes de les faire. Donc voilà, je crois que l'époque, elle a quand même ceci d'assez joyeux, qui est que, quand même, avec son vieillissement, on peut faire ce qu'on veut, quoi. On peut teindre ses cheveux ou pas, on peut aller faire de la chirurgie esthétique, de la médecine esthétique, de la cosmétique ou pas, on est en train, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres quand même, de sortir du modèle unique. Je pense qu'il y a ces deux types de femmes dont tu parles, et puis il y en a un troisième dont moi j'ai l'impression de faire partie, qui est ni de lutter violemment contre, ni de laisser se faire sans rien faire, mais d'essayer de trouver un modus vivendi d'accompagnement des processus, de ralentissement, de façon de s'acclimater aux choses, de les rendre progressives. Parce que les rendre progressives, c'est aussi se donner les moyens de les accepter, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas comment c'est, mais quand on fait de la chirurgie esthétique, on refuse quelque chose qui est de l'ordre de rendre le vieillissement visible. À l'autre extrémité, tu peux dire qu'il y a des gens qui, au contraire, considèrent que le vieillissement est un processus inéluctable contre lequel il ne faut rien faire. Donc, on navigue entre la revendication, qui est une revendication féministe, mais pas seulement, de je vais vieillir comme je veux, et entre guillemets, je vous emmerde. La tentation de continuer le plus longtemps possible à ressembler à ce que les hommes considèrent comme désirable, parce que c'est ça, quand même, l'idée de rester, de pas faire son âge, ce truc-là. Et puis l'idée, finalement, de trouver un entre-deux où on est content de soi, bien avec soi, où quand on se regarde dans le miroir, on n'a pas l'impression qu'on est dans un processus de dégradation incontrôlable, et où en même temps on accepte. Tu sais, moi j'ai eu 20 ans, j'ai eu 30 ans, j'ai eu 40 ans, j'ai profité de tous ces âges de la vie, je crois que j'ai été pas trop laide à un moment, maintenant je suis qui je suis, quoi. J'ai 56 ans, j'espère une forme de densité intellectuelle qui est venue avec le temps, j'ai des valeurs qui ont grandi avec le temps, qui ont changé, j'ai changé moi, de priorité, de système de valeurs, de système de représentation, j'ai des enfants qui sont grands, et c'est un temps différent. J'éprouve ni le besoin de revendiquer mon vieillissement comme quelque chose, tu vois, de dire aux gens, mais vous voudriez m'imposer d'être jeune et je vais vous imposer le fait que je ne le suis pas, ni le fait de le dissimuler. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je te dis, mais moi, il me semble qu'on peut trouver quelque chose qui soit plus paisible, quoi. Je te dis pas que c'est formidable, une vallée de roses, que de te rendre compte que si tu portes des talons, t'as mal au dos, que quand t'as une grippe, tu mets 3 semaines à t'en remettre, que tu rentres plus dans la jupe que tu voudrais bien porter, que tout ce que tu veux, etc. Non, c'est des contrariétés réelles. C'est pas quelque chose que je me dis, c'est quelque chose que je ressens. Donc non, je ne suis pas jeune. Je suis plus vieille que le président de la République. Tu vois, il y a un moment où tu te dis, ah merde, je suis plus vieille que le président de la République. Et ça va pas s'arranger avec le prochain. Non, mais c'est ça, tu vois, il y a un moment où tu as plein de marqueurs comme ça qui te font te rendre compte que tu es passé de l'autre côté. Je pense que c'est sans doute la même chose pour les hommes, pour le coup. Alors, dès 72, j'ai découvert ça l'autre jour, Suzanne Sontag, dont on parle beaucoup en ce moment, du coup, parce qu'il y a des livres qui sont sortis sur elle, du coup, je regardais un peu ce qu'elle a fait, et quand même, en 72, elle a parlé du double standard du vieillissement pour expliquer comment c'est pas la même chose de vieillir pour un homme et pour une femme. Certes, à 64 ans, je ne ferai pas un enfant avec un homme de 40. De cela, nous sommes certains. Je crois. Mais, donc c'est pas la même chose. Ok. J'ai pas... mais, bon, eux aussi, ils vieillissent, quoi. Après, je pense qu'il y a plein d'éléments de contexte qui sont... voilà, moi, je suis mariée avec un homme qui a 9 ans de plus que moi, qui est très tranquille avec son propre vieillissement et avec le mien. Qui ne m'insécurise pas du tout de ce point de vue-là. Donc... probablement, ça participe aussi du fait que je ne me sente pas menacée, mise en concurrence, je ne sais pas ce que peuvent vivre d'autres femmes. Donc, voilà. Après, le fait que le monde de l'entreprise soit pas adapté à la ménopause, moi, je pense que plus globalement, le monde de l'entreprise n'est pas adapté aux étapes de la vie. Le monde de l'entreprise a pour le coup une vision de l'existence qui est totalement linéaire et verticale, quoi. C'est tu grimpes,
t'as de plus en plus de responsabilités. Il y a la période bénie qui est censée être entre 30 et 40 ans où ta carrière doit décoller. Manque de peau pour les femmes, c'est aussi la période où on fait des enfants. Alors ça commence à déconner un petit peu. Et puis après, normalement, si t'es devenu directeur général à 45 ans, ce qui est mon cas, qu'est-ce que tu fais ensuite ? Tu vas devenir Bill Gates ? Tout le monde va pas devenir Bill Gates. Et tant qu'on n'est pas capable d'inventer des modèles qui soient pas que des modèles pyramidaux avec une seule façon de réussir, qui soit plus, on n'est pas du tout adapté à la réalité de ce que sont les cycles de vie. Les femmes, elles ont probablement, et ça commence à se voir un peu, un moment d'épanouissement professionnel qui est après la quarantaine, voire à la cinquantaine, quand les charges familiales, la charge mentale diminue, qu'elles ont l'énergie dont tu parlais tout à l'heure, qu'elles ont envie de s'investir dans leur travail et des choses à prouver, et que là on leur dit non, là ça va pas le faire, vous êtes trop cher, vous êtes trop vieille, vous êtes pas assez digital, quelle foutaise, vous êtes pas ceci, vous êtes pas cela. Bon, ça c'est un sujet. C'est peut-être vrai aussi pour les hommes, mais je pense que les hommes ils ont moins d'interruptions et que les cycles de vie sont peut-être un petit peu moins sensibles pour des raisons absolument biologiques dans l'existence des hommes. Mais le fait qu'on ne sache pas dire t'as 55 ans, tu vas pas être plus chef que tu ne l'étais déjà. Mais au lieu de devenir plus chef, peut-être tu peux être quelqu'un qui fait autre chose dans l'entreprise, qui a d'autres chemins de réussite, qui va avoir une progression, ou en tout cas une évolution, qui ne sera pas une progression, qui ne sera pas verticale. Mais on sait pas le faire, alors on les jette. On sait pas le faire, c'est ça qui pose problème aujourd'hui. On sait pas le faire. On sait pas gérer le fait qu'un expert soit payé plus cher qu'un manager. Donc à un moment où tu manages toujours davantage, où tu t'en vas. Et c'est la deuxième voie, et c'est ça qui aussi ouvre la voie au freelance aujourd'hui. C'est ce qui ouvre la voie à un entrepreneuriat. Là, il y a un boom de l'entrepreneuriat des femmes de plus de 50 ans. Là, je suis pile poil dans la tendance. Et je pense que c'est pas seulement je vais fabriquer des bijoux en auto-entrepreneur. C'est aussi vous m'emmerdez à m'expliquer que le monde de l'entreprise, il est pas du tout adapté à mon énergie, à mon désir, à mes valeurs, à tout ce que tu veux. Et donc, je vais aller fabriquer ça moi-même ailleurs. Moi, je suis entourée de gens plus femmes qu'hommes qui sont dans cette logique-là. Et je crois que c'est quelque chose qui vient du fait que tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, tu vois, la nature de l'énergie, la façon dont tu te perçois versus la façon dont les autres te perçoivent, ta capacité d'investissement qui est pas diminuée mais qui est différente. Tout ça, c'est des choses dont l'entreprise ne sait pas quoi faire. Elle a finalement, même si encore une fois il y a des progrès, etc. Moi, j'ai le sentiment que le modèle de la réussite, tu vois, l'archétype de la personne qui a réussi en entreprise, c'est un homme ou une femme qui se comporte comme un homme, parce que c'est aussi ça, de 45 ans qui a un poste de direction. Et que toutes les autres façons de faire fonctionner une entreprise et d'y contribuer ne sont pas suffisamment valorisées. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je peux me tromper, c'est pas de la science que je raconte. Mais voilà, là par exemple, j'accompagne une banque dans une démarche de transformation culturelle, justement pour essayer de définir qu'est-ce que ça serait une culture véritablement mixte, et pas une culture d'entreprise genrée dans laquelle on fait entrer des femmes. Et je discute avec des hommes qui vivent cette chose un peu particulière de voir des femmes leur passer devant parce que ce sont des femmes. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le ressentent, parce que effectivement, les promotions, les politiques actives en faveur de la promotion des femmes, etc., fait que pour rééquilibrer des années d'un système injuste, on promeut certaines femmes de préférence à certains hommes. Donc on fabrique pour ces mecs-là, la correction du système aboutit éventuellement à des injustices individuelles. Ou en tout cas au ressenti d'une injustice individuelle. Et et c'est d'ailleurs un sujet dans toute la société, le fait que les hommes aient le sentiment que le rééquilibrage de la société en faveur des femmes se fait à leurs dépens. Et j'ai interrogé un mec qui m'a dit, mais moi j'ai compris que j'allais pas être plus chef parce que je suis un homme de 48 ans, je suis pas dans le sweet spot, mais j'ai évolué autrement. J'ai changé de fonction, alors c'est une grande boîte, une banque. Je suis passée d'un poste comme ci à un poste comme ça. J'apprends des trucs, j'ai une nouvelle équipe, je transmets des choses, je vois comment ce que j'ai fait avant enrichit ce que je fais maintenant. Et aussi, j'ai un investissement dans le travail qui est un peu différent. Je me rends compte que j'étais fou de travailler autant.
que j'ai failli perdre ma femme, que j'ai pas vu certaines choses de la vie de mes enfants, et je suis content là. Ben, je pense que ce discours-là, il est rare et il n'est pas valorisé. Et il a trouvé cette place dans cette entreprise sans avoir à la quitter. Il a été accueilli dans cette nouvelle place. Parce qu'il n'a pas nourri de ressentiment et qu'il a accepté le fait de se sentir évolué par la nature de ce qu'il fait plutôt que par son statut. Et oui, cette entreprise-là le lui a permis. Donc c'est très bien. Mais ce modèle-là n'est pas très répandu. Moi, j'ai passé ma vie en tant que dirigeant à m'entendre expliquer par mes actionnaires, par le président, par ceci, par cela, qu'il fallait diminuer la masse salariale. Et la façon la plus efficace de diminuer la masse salariale, c'est de remplacer les seniors par des gens moins seniors. Et puis les mécaniques d'accompagnement social qui ont longtemps été mises en place en France faisaient que on pouvait mettre des gens à la retraite ou quasiment à 55 ou 57 ans. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est un problème et d'équilibre du système des retraites, et on voit bien qu'on parle de l'emploi des seniors, mais c'est un problème qu'on a fabriqué, quoi. Moi j'ai une amie qui travaillait dans un très grand groupe pharmaceutique avec une compétence hyper pointue. On l'a sortie à 57 ans en lui permettant de garder son salaire entier jusqu'à l'âge de la retraite, c'est-à-dire qu'elle reste salariée de la boîte. Elle est restée salariée de la boîte, mais elle ne travaillait plus. Pendant 3 ans ? Non, pendant 5 ans. Et pourquoi ? Parce que l'entreprise considérait que pour sa transformation, c'était bien qu'il y ait moins de gens seniors et que, je cite, elle coûtait moins cher, même payée à rester chez elle, que s'il fallait lui donner un bureau, une secrétaire, etc. C'est une folie pure. C'est quelqu'un qui a fait médecine, qui a fait du droit. Et donc, ça, c'était il y a combien de temps ? Écoute, elle vient d'être à la retraite, donc ça fait 5-6 ans qu'elle est sortie de ce truc. Et je trouve que c'est une pure folie de faire ça. D'abord parce que ça envoie aux gens un message, elle a pris ça avec la distance qui va bien, mais complètement fou, quoi. À 57 ans, je préfère te payer à ne rien faire. Mais enfin... Et la seule obligation qu'elle avait, c'était de ne pas travailler ailleurs. C'est atroce. Donc elle a fait un peu d'associatif, de bénévolat, puis elle se dit que ça l'intéressait pas tellement, puis qu'elle n'était pas obligée, et puis elle vit autrement. Mais elle a trouvé son truc, mais très bien, mais c'est complètement hallucinant. Moi aujourd'hui, on me dirait, je t'interdis de travailler. Je sais pas ce que ça me ferait, mais je pense que j'aurais quand même un sentiment d'inutilité difficile à surmonter pour le coup. Ça a été beaucoup fait dans les années 90 que tu décris. Je pense notamment aux ingénieurs. J'avais un ami ingénieur à 53 ans. Il a été mis à la retraite, mais on lui a pas payé son salaire plein jusqu'à la retraite. Je crois pas que c'était à ce point. Non, mais là, c'était un des plans sociaux, parce que ça s'appelle un plan social ou un plan, je sais pas quoi, de sauvegarde de l'emploi de cette boîte de pharmacie. Mais oui, je connais des polytechniciens spécialisés en sûreté nucléaire qui ont fait toute leur carrière chez EDF, qui ont été mis à la retraite avec le statut EDF à 57 ou 58 ans et qu'on revient chercher maintenant qu'ils en ont 65 en leur disant en fait vous feriez pas un petit peu de mission de conseil puisqu'on sait plus très bien les faire les protocoles de sécurité dans les centrales nucléaires. C'est bizarre. On valorise pas assez je pense que je sais pas si c'est spécifiquement français, mais je pense que c'est particulièrement en France. On sait pas tellement dire aux gens voilà, il y a un temps pour tout. En fait, tout ça tourne autour de ça, je crois, tout ce qu'on est en train de se dire. Il y a un temps pour tout. J'ai quand même l'impression que là, il y a un coup de pied dans la fourmilière qui est mis en ce moment. Le nombre de messages qui passent, votre réforme des retraites, elle est bien gentille. Moi, je voudrais bien bosser jusqu'à 63, 64, 65 ans, mais pour l'instant, à 55 ans, qui va me donner un job. C'est vraiment des messages qu'on voit partout. Bien sûr, il y a ça, et il y a aussi exactement le sujet que tu posais, qui est celui de l'énergie. Travailler, c'est non seulement possible, mais désirable à 60 ans, moi j'en ai 56, mais probablement pas avec la même nature d'énergie. Tu vois, là, dans le changement professionnel récent que j'ai vécu, je crois que et ça je m'y attendais pas, ce qui me frappe le plus, c'est précisément, je vais essayer de l'expliquer, la nature différente des énergies qui sont sollicitées. J'ai passé des années à des postes de direction à sauter d'une réunion à l'autre toutes les heures. Et ce qu'on me demandait, c'était d'être capable d'attraper rapidement le sujet de la réunion en question, de faire un point, de proposer une solution, de débloquer, de prendre une décision, de trancher et de passer à la réunion suivante.
et de passer d'une réunion sur l'aménagement des bureaux à une réunion sur un problème avec un client, à la gestion d'un conflit avec un fournisseur, à n'importe quoi en fait. Et donc ça consiste à réinitialiser ton cerveau toutes les heures et à être au maximum tout le temps comme ça. Ça a un côté exaltant, hein. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, t'es quand même dans une énergie assez... voilà. Là, ce que je fais, je travaille pas moins en termes d'heures, ce qui est assez marrant, hein. Mais d'abord, je travaille dans le calme. Alors ça, c'est autre chose. Mais ça suppose, et au début, c'était pas simple, de rester plusieurs heures sur le même sujet, de pas penser que dans l'interaction avec quelqu'un d'autre, mais aussi de produire de la pensée pour la soumettre à un client ou à un partenaire. Donc, en gros, d'arriver à canaliser mon énergie sur un seul sujet pour produire quelque chose qui, en général, est de l'écrit. Mais les premiers temps, je n'imaginais même pas comment j'allais y arriver. T'avais désappris à faire ça ? Ah oui, complètement. J'avais désappris à penser, j'avais désappris à écrire, j'avais désappris à faire autre chose qu'à dire de façon extrêmement rapide « Ah ben là, il faudrait faire ça, tiens, fais-le ». J'avais désappris à faire. Et en fait, de quoi je me rends compte là ? Et moi, j'ai fait quelques entretiens avec des clients pour leur demander qu'est-ce qu'ils viendraient chercher dans ma boîte à moi et pourquoi moi. Mais ce que les gens viennent chercher, c'est ce qu'ils croient que je sais faire et que j'avais désappris à faire. C'est réfléchir, mettre en perspective, poser correctement les enjeux, intégrer du contexte culturel dans des problématiques qu'on regarde de façon trop étroite le plus souvent, écrire correctement, on peut rigoler mais c'est ça, m'exprimer correctement dans les endroits où il faut les aider à comprendre ce qui se passe, avoir un point de vue que seule mon expérience m'autorise à proposer, etc. Donc finalement, c'est tout ce qui n'était pas valorisé dans un poste de directeur général. C'est assez drôle. Et c'est précisément ce que je fais aujourd'hui, je crois. Un truc que j'aurais pas su faire à 35 ans. Et puis j'aurais pas voulu faire à 35 ans. J'étais pas encore une fois dans cette énergie-là. C'est pour ça que je dis il y a un temps pour tout. Il y a des surprises aussi. Donc maintenant tu reviens aux fondamentaux du métier avec toute ton expérience. Je reviens à un métier. Le bon mot, c'est métier. C'est-à-dire que je pense que j'avais un travail et que je suis en train de me réapproprier un métier. Et c'est pas la même chose. Et moi, je crois que le malaise au travail qui est moultement décrit, il vient du fait que les gens n'ont plus de métier. Ils ont des jobs, ils ont un travail, ils ont des fonctions. Et peut-être que si on réintégrait cette notion de métier qui va avec du savoir-faire, de l'expertise, de l'expérience, on ferait plus facilement une place à des gens plus âgés. Qui pourtant sont les premiers à avoir pris des jobs de management qui les ont conduits à résoudre les problèmes des autres plutôt qu'à faire le métier. Moi, je pense que c'est ça le vrai sujet. Je pense que moi, j'ai de la chance parce que j'ai toujours travaillé dans le même domaine, qui a une forme d'expertise, qui se construit dans le domaine des études, de la sociologie appliquée aux entreprises, etc. Et que j'ai jamais lâché ça. Mais le fait de continuer à travailler sur des vrais sujets, à avoir des clients, ça a toujours été un choix de ma part. Ça n'a jamais été quelque chose qu'on me demandait. Et à chaque fois que je disais j'ai une charge de travail trop élevée, la première chose qu'on me proposait de laisser tomber, c'était ça. Mais moi, si je faisais pas ça, j'avais l'impression que que j'aurais pu diriger une usine de chaussettes, quoi. Ça m'intéressait pas. Donc moi, j'ai gardé une forme de métier. Et aujourd'hui, c'est ça que je peux réinvestir. Mais le point ce qu'on appelle l'opérationnel. Ouais. Ou l'expertise, ou appelle ça comme tu veux. Mais le point que tu fais est très juste, c'est-à-dire que des gens qui ont uniquement exercé des fonctions de management, de reporting, etc., ils n'existent que dans un système. Et donc, si ce système ne veut pas d'eux, qu'est-ce qu'ils réinventent ? Quand tu as été directeur financier, par exemple, est-ce qu'il y a une place pour toi en dehors d'une entreprise qui a besoin d'un directeur financier ? Je sais pas. Je sais pas, parce que c'est pas des... Mais quel est ton métier ? Et la question, quel est ton métier ? Moi, je crois que c'est une question qu'on devrait reposer. C'est très, très basique. Voilà, ça aussi, ça permet de penser des carrières différemment. Et d'intégrer dans le fait qu'on puisse être sur de l'expertise, sur du temps long, sur de la prise de recul, peut-être sur de la transmission, des choses qui viennent plus naturellement à certains moments de la vie. Et puis... le management, en tout cas ce qu'on appelle le management, ça serait sûrement bien si c'était pris en charge par des gens qui ne sont pas d'abord dans la gestion de leur propre carrière et de leur propre progression. Je crois.
Et que je crois qu'on va s'arrêter là. On a beaucoup parlé. J'ai quelques questions encore à te poser. Pour revenir au sujet de la ménopause et de cette période de la vie et de la façon dont elle est représentée dans la société. Elle n'est pas représentée. Alors voilà, peut-être que tu vas me répondre juste rien, mais je me demande s'il y a quand même quelque chose, une œuvre d'art qui te touche et qui te parle, un personnage de film, un personnage de série, un roman, une musique, que tu trouves qui incarne quelque chose, qui dit quelque chose de ce moment-là. Tu parlais, ne serait-ce que du roman de Sophie Fontanelle, sur ses cheveux blancs, je pense que c'est quelque chose déjà que tu peux évoquer. Oui, l'apparition, Sophie, elle a écrit quelque chose, puis elle écrit beaucoup sur, cette idée que on projette sur les gens des choses liées à des caractéristiques objectives, leur âge, leur genre, etc., dont elle essaye, elle, de se débarrasser. Pour autant, j'aurais pas pensé à elle, tu vois, autour de ces problématiques de ménopause, mais je trouve que la fiction nous propose, je réfléchis à ce que tu me dis, et le fait qu'il n'y ait rien qui me vienne à l'esprit est sans doute une forme de réponse. J'ai lu un chiffre l'autre jour, il y a plus de la moitié des femmes en France qui ont plus de 50 ans, et dans la production du cinéma français en 2021, il n'y avait que 7% de rôles féminins qui étaient des rôles de femmes de plus de 50 ans. Et comme le disait je sais plus qui, dans un film, un mec de 60 ans avec une femme de 30, c'est un film. Une femme de 60 ans avec un homme de 30, c'est le sujet du film. Et je crois que c'est assez vrai. Je trouve que c'est bien dit. Et en plus, dans les 7%, il y a Isabelle Huppert et puis peut-être aussi Isabelle Huppert. Alors, il y en a plus. Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve, là, c'est qu'il y a quand même une génération d'actrices qui arrivent et qui viennent à la cinquantaine, là, et qui les assument. Des Marina Foïs, elle doit pas encore être tout à fait à la cinquantaine, mais qu'on voit beaucoup en ce moment. Et puis toutes ces actrices qui finalement n'ont pas quitté l'écran, les Karine Viard, les Cécile, je parle de cinéma français, les Cécile de France. Il y a aussi plein de femmes, que ce soit Claudia Schiffer, Nicole Kidman, etc., qui ont été des énormes stars à 17 ou à 30 ans et qui restent des stars passées la cinquantaine. Je pense qu'elles sont quand même dans des modèles où le vieillissement n'existe pas. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure, regardez-moi vieillir, je pense à Simone Signoret qui a imposé son vieillissement d'une manière quasiment exacerbée, pour plein de raisons, et qui est une des très très rares actrices qu'on a vues très jeune, très belle et très âgée dans des rôles complètement différents. Comme disait Montand, c'est s'endormir avec Casque d'Or et se réveiller avec Madame Rosa. Mais on l'a vu surtout ce périple de vie, on l'a vu très jeune fille, et puis on l'a vu accentuant d'ailleurs, parce qu'elle est morte relativement jeune, elle est morte dans ses 60 et quelques années, Simone Signoret, accentuant son vieillissement, en faisant une revendication du fait qu'elle était sortie d'une certaine manière de ce jeu-là. Il y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui, à mon sens, écrivent ou représentent la cinquantaine, puisque la ménopause, c'est beaucoup la cinquantaine, d'une manière que je trouve un petit peu elliptique et fantasmée, quoi. Comme tu dis, Isabelle Huppert, mais Isabelle Huppert, elle a, je crois, 60 et quelques années, ou Isabelle Adjani, qui doit en avoir 67, et que quand tu la vois en couverture de Elle, photographiée comme, j'ai beaucoup parlé de Elle, comme Marilyn Monroe, tu te demandes de quoi on parle, quoi. Moi, ça me fait bondir. Oui et non, alors il y a un mouvement qui est sorti sur TikTok que je trouve génial, c'est des mamans qui s'habillent avec les vêtements de leur adolescente. Ouais, j'ai vu ça. Et c'est super rigolo, et c'est bien de se dire que effectivement il faut oser s'habiller comme on a envie de s'habiller au moment où c'est pas oser s'habiller, ça j'ai pas de jugement là-dessus, tu vois. Je ne suis pas ma grand-mère qui expliquait qu'à partir d'un certain âge on ne porte plus, on ne montre plus ses bras, on ne montre plus ceci, on ne montre plus cela, tu vois. Par exemple, tu parlais de la ménopause, les bras qui font ce qu'on appelle des ailes de Batman, il y a un moment où tu te dis mais est-ce que je vais oser mettre un débardeur? En fait en été on met des débardeurs ou des robes sans manches, c'est peut-être pas très joli, mais c'est aussi pour nous qu'on s'habille. Mais non, c'est l'anti-vieillissement, tu vois, qui me gêne. C'est pas le fait de... Je pense que moi, je m'habille en grande partie comme je m'habillais à 30 ans, mais c'est le côté j'efface l'âge. Et je te dis que je suis un exemple. Non, t'es pas un exemple, quoi. Ou alors t'es un exemple de quasi névrose, obsessionnelle. Avoir tout le temps 25 ans, ça m'intéresse pas du tout. Donc, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de représentations réalistes
de femmes de ma génération. Il y en a un peu, mais pas tant que ça. Dans les auteurs, moi je pense à Deborah Levy, qui est une écrivaine, je sais plus si on dit autrice, auteur, écrivaine, mais bon, c'est pas grave, anglaise, hein, qui a écrit sur des choses comme ça. Et c'est intéressant. Le coût de la vie, notamment. Mais pas beaucoup de personnages de fiction, non. J'ai une deuxième question à te poser avant de finir. Si tu repenses à tes 40 bougies, à ce moment-là de ta vie, on en a beaucoup parlé, qu'est-ce que tu as envie de dire à la personne que tu es que aujourd'hui? J'étais à l'époque. Tu sais, moi, j'ai eu 40 ans le 3 août 2006 et mon dernier fils est né le 10 août 2006. C'était pas le sujet. Non. Donc, quand je repense à mes 40 bougies, je me vois avec un ventre de femme à terme et complètement dans cette histoire-là. Donc, dans une projection qui n'avait pas grand-chose à voir avec mon propre vieillissement. Si on repart jusqu'à 45 ans peut-être alors. Voilà. Non, mais c'est une boutade, mais c'est aussi pour te dire que les représentations sont pas toujours si simples que ça. J'ai envie de dire ça va très bien se passer. En fait, si tu veux, moi l'impression que j'ai, c'est que oui, on peut savoir comment ça se passe pour d'autres et être prévenu du fait qu'on va avoir des bouffées de chaleur et qu'il y a des traitements possibles pour vivre bien avec ça. On peut savoir que oui, la peau va se modifier, va s'abîmer. On peut savoir que c'est bien si on évite d'avoir déjà un peu de poids en trop arrivé à cet âge-là, parce qu'ensuite c'est bien compliqué. Oui, tout ça peut-être j'aurais dû l'anticiper autrement, me le dire et me le mettre dans la tête. En même temps, encore une fois, je ne sais pas si on sait vraiment 10 ans avant comment les choses vont être au moment où elles arrivent, à la fois en termes intimes et en termes de contexte social. Tu vois, le regard sur l'âge, il a beaucoup changé avec moi, si je puis dire. Et la conversation qu'on est en train d'avoir en est un témoin. Ces questions-là n'existaient pas il y a 15 ans quand j'avais 40 ans. Mmh. Donc je ne sais pas très bien ce que je me dirais, à part ça va très bien se passer. Je sais pas. Va voir ton gynéco, change de gynéco par exemple, je sais pas. Si, il y a un truc, parce que ça a traversé toute ma vie. Les douleurs je pense aux douleurs de règles, au tracas de la grossesse ou de la post-grossesse, ou aux problématiques dont on a parlé, de bouffées de chaleur, les douleurs féminines ne sont pas moins nobles, avec tous les guillemets du monde, que les douleurs masculines. Et une femme qui souffre, c'est pas plus une chochotte qu'un homme qui a mal. Et donc, l'autocensure que je me suis beaucoup imposée à moi-même sur on dit pas qu'on a mal quand on a ses règles, on se plaint pas d'avoir mal au dos pendant sa grossesse, on ne parle pas de ces choses-là. Ça oui, je crois qu'il vaudrait mieux s'en débarrasser. Ouais, vraiment. Ok. Bon, merci beaucoup Dominique. Je t'en prie. C'est le mot de la fin. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Si vous pouvez m'accorder quelques secondes de plus, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes mes tout premiers auditeurs. Alors si vous avez aimé ce témoignage, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Podcast, il y a une icône de partage. Est-ce que vous pouvez cliquer et l'envoyer via WhatsApp ? Choisissez une amie proche, votre mère ou bien votre amoureux ou même votre DRH. Un immense merci d'avance et à bientôt.